L'éducation en elle-même est basée sur un principe qui veut que l'homme vive librement pour se développer et acquérir les savoirs utiles à la vie quotidienne, puis évoluer au rythme de la communauté. Pour ce numéro de 52 minutes avec, nos échanges s'articuleront autour du sujet l'éducation à la liberté et à la responsabilité comme construction et sauvegarde du bien commun. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons et toujours un honneur de nous entretenir avec son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et auteur du roman théologique Au nom du Père et du Fils, qui est en quelque sorte une source d'inspiration de notre sujet. Avec lui, le révérend père Basile Aka, prêtre, fils de la divine providence d'Onorione et psychologue. Et Madame Viviane Kouassi, elle est mère, professeure de français et membre de l'équipe littéraire de Monseigneur Awa. Merci de venir encore une fois échanger avec nous, partager vos idées avec les téléspectateurs. Merci à vous. C'est un plaisir. Veuillez recevoir donc nos salutations distinguées. Merci. Alors, la toute première question. Quelle est votre définition des termes éducation, liberté et responsabilité? Nous allons commencer bien sûr par Monseigneur. Éducation, de par son étymologie, signifie conduire, conduire hors. Donc, c'est prendre un être humain d'un point de départ et l'accompagner jusqu'à une certaine destination. C'est l'éducation de par son étymologie et éducation. Alors, on pourrait dire que l'éducation, c'est un accompagnement à part d'un aîné ou d'une personne, d'un responsable, ou de quelqu'un qui a plus d'expérience vis-à-vis d'une autre personne. Il peut s'agir de toute la vie ou bien d'une matière ou bien d'une discipline. Ça, c'est l'éducation, plus ou moins. La responsabilité découle du fait que d'un engagement ou d'un type de relation qui oblige une personne à se sentir impliquée dans la vie de l'autre, se sentir touché par la vie de l'autre, comment elle est conduite, et puis par ses choix. Et puis la liberté, c'est ça, l'autre sujet. La liberté, elle est donnée par Dieu dans la mesure où ça nous permet de nous mouvoir, ça nous permet d'étendre vers quelque chose, ça nous permet aussi de faire des choix. Donc la liberté, elle est là. Disons que c'est un don de Dieu. Dans la mesure où un auteur, Tchèque Amadou Krané, dira dans l'aventure ambiguë, la liberté d'aimer ou de haïr Dieu est l'ultime don de Dieu que nul ne peut enlever à l'homme. Donc, si vis-à-vis de Dieu, on a cette liberté, qu'en est-il vis-à-vis des choses et vis-à-vis de nos frères et sœurs, de nos personnes? La grande question que suscitera encore le thème de la liberté, c'est comment gérer cette liberté face à soi-même, face aux autres et puis à la société. Très bien, merci Monseigneur. Madame Kouassi? Ben, moi, si je dois intervenir sur la notion d'éducation, c'est en tant que mère. Moi, je considère que Dieu m'a confié une de ses créatures qui lui est chère et il me donne la responsabilité de l'accompagner pour en faire un homme ou une femme avec une certaine dignité à la fin. Voilà, donc c'est cet accompagnement-là, ce cheminement pour transformer ce petit être fragile-là en l'homme de demain. Voilà. En l'accompagnant bien sûr de la notion du bien, du mal, le conduire un peu dans sa progression de la vie, en passant les différentes stades. Voilà pour ce qui est de l'éducation. La liberté. Bon, la liberté, moi, la liberté par rapport à l'éducation des enfants, je mets ça toujours en griffe. Il faut peut-être à un moment donné leur faire confiance, lâcher un peu prise, mais en continuant d'observer. Donc, c'est vrai qu'ils ont la liberté de faire certaines choses, mais c'est dans une certaine limite, pour ce qui me concerne. Voilà. Et puis bon, la responsabilité, c'est ça. C'est prendre l'engagement d'accueillir ce que Dieu me donne et puis bon, de jouer le rôle que j'ai à jouer auprès de cet enfant-là jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un. Voilà. Très bien. Père Basile? Alors, je m'inscris dans la définition que a donnée Monseigneur Moawa sur l'éducation.
L'éducation comporte donc cette prise de conscience que l'individu que j'ai en face de moi a du meilleur en lui, et moi, avec art, avec tact, j'aide ce meilleur à émerger et à éclore au mieux de ses possibilités. Donc, il y a dans cette notion d'éducation, il y a une dynamique, il y a un mouvement vers lequel on marche, et ce mouvement en ligne de principe est toujours dans une dynamique de croissance, de construction, de développement de la personne. La notion de liberté est l'autre notion qui accompagne le processus même de l'éducation. Moi, je vois 3 éléments dedans dans la notion de liberté. C'est agir conformément à ce que l'on est, agir conformément à sa propre identité. Et ça, c'est la première condition. La deuxième condition, pour qu'on parle véritablement de liberté, il faut que l'action qui est posée soit une action qui aide à grandir, à se développer, à s'épanouir. Donc, que toutes les actions qui seront, par exemple, des actes ou des actions d'autodestruction, ce ne sont pas des actes de liberté. Et puis, le troisième élément contenu dans la notion de liberté, c'est que ça ne doit pas détruire. La véritable liberté ne doit pas détruire la personne. Quant à la notion de responsabilité, disons dans le premier sens immédiat, c'est la capacité à répondre de ses actes. La capacité à répondre de ses actes, mais la capacité aussi à répondre des engagements qui sont ou pris ou confiés, à répondre des devoirs qui m'incombent. Et donc, cet ensemble-là fait que la notion de responsabilité vient aussi comme dans une dynamique de confiance du point de vue de Dieu qu'il nous fait. Il nous dit, tu es capable, tu es en mesure de. Et c'est cette même confiance de Dieu vis-à-vis de la personne humaine que les éducateurs sont appelés, donc, dans la dynamique de la responsabilité, à transmettre sur les personnes qui relèvent d'elles. Alors, mon père, pour vous, quel est le rapport entre ces 3 termes? Alors, je dirais... éducation, liberté, responsabilité. Une éducation qui veut rendre responsable doit être empreinte de liberté. Une éducation qui veut rendre responsable doit être empreinte de liberté, parce que une éducation qui veut rendre responsable dit au final à la personne, regarde que tu as des possibilités, regarde que tu as des capacités, regarde que tu as des possibilités déjà en toi, descends un peu au-dedans de toi et fais-les sortir. Et moi, j'ai confiance en toi pour cela. Tu es capable de cela. Donc, en fait, ces 3 notions-là donc, vont s'imbriquer avec la finalité de dire à la personne, tu es créé pour tendre vers le meilleur. Et Dieu nous a créés tous pour tendre vers le meilleur. Monseigneur, dans quel environnement parle-t-on d'éducation? De façon englobante, la vie elle-même suscite ou exige l'éducation. Si vous déposez un enfant dans un berceau, il doit apprendre à se mouvoir aux dimensions de ce berceau. Dans un environnement, c'est la même chose. Donc, c'est le comportement, avoir le comportement adéquat en relation avec ou son environnement, avec les personnes. Pour moi, ça s'inscrit dans l'éducation. Mais on a fait de l'éducation, ce qui est juste aussi d'ailleurs, une façon de tisser les relations humaines afin qu'elles soient empreintes de qualité et que ça puisse aider la personne à s'épanouir, à grandir. Mais surtout, on ne doit pas oublier aussi un côté. Éduquer une personne dans cette relation bilatérale, vous aussi, vous recevez en retour quelque chose. Sans le savoir, ça vous éduque aussi. Ça vous éduque. Parfois, on a une expérience, on a affaire à des jeunes, à des enfants,
on pense les éduquer ou bien donner seulement. Mais en retour, on reçoit quelque chose qui nous transforme. Et donc, en toute relation, que ce soit avec la nature, que ce soit avec les autres, toute relation est empreinte d'éducation. Mais ce qui doit être visé, c'est vraiment la qualité pour que ça puisse permettre l'épanouissement. Maintenant, dans ces rapports-là, il y a des personnes ou bien des choses qu'il faut privilégier. Les personnes, je veux dire tout simplement que pour quelqu'un qui a 90 ans, par exemple, s'il a la face d'un jeune, lui, pratiquement, il a fini sa vie. Mais, donc, il doit mettre l'accent sur ce qu'il donne aux jeunes comme expérience, comme éducation, plutôt que ce qu'il, lui, va recevoir. Très bien, Madame Kwesi. La question suivante, c'est de savoir qui sont les sujets à éduquer. Ce sont forcément des enfants. Qui on éduque? Moi, je pense que c'est l'être humain qu'on éduque. L'être humain. Ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être un adulte. Et dans ce cadre-là, justement, nous, à l'école, parfois, on reçoit des parents. Il y a des parents qui n'ont aucune éducation. Ça dit, eux-mêmes, ils ont besoin d'être éduqués avant même qu'on en arrive à l'enfant. Par exemple, vous êtes dans un bureau, la personne, d'abord, elle ne tape pas, ou bien peut-être, à peine elle tape, elle ouvre. Alors qu'il faut attendre entrer avant d'entrer. Bon, il tape, il ouvre. Il est là, et puis il tire la chaise, il s'assoit. Mais non. Je sais pas, ça, ce sont des déchets dans l'éducation. Voilà. Donc, même, on peut éduquer un enfant, c'est de bébé jusqu'à X moment, hein. Je pense, hein, en tout cas. Nous, en tout cas, à l'école, moi, je ne m'effraie pas de donner des directives dans le cadre de l'éducation à des adultes, à des parents même d'élèves qui arrivent, parce que c'est souvent moi des parents d'élèves que je reçois. Je dis, mais non. Ou bien alors, vous recevez l'enfant avec le père, l'enfant, il vient avec l'enfant, et puis il dit à l'enfant, assieds-toi. Mais c'est pas l'enfant qu'on a convoqué. C'est vous qu'on a convoqué. Donc, ça, faut tout de suite corriger. Donc, l'éducation, comme je le dis là, c'est toute la vie. Voilà. Et c'est tous les sujets, à mon sens, hein. D'abord en tant que mère et puis aussi en tant qu'éducatrice. On a parfois affaire à des gens qui en ont besoin. Voilà. Même s'ils sont adultes, il y a des petites choses qu'on doit rectifier. Voilà. Très bien. Et dans le langage? Si c'est dans le langage, non, on n'en parle pas. Le langage, ça, c'est autre chose. Mais même la matière, même, ça dit que la personne, même intrinsèquement, a des défauts qu'il faut corriger. Bon, parfois, ils le prennent mal. C'est dommage, mais sinon, il devrait recevoir ça et puis comprendre. Voilà. Parce que à travers ça, on vous juge. À travers des petites choses, on peut tout de suite juger et puis vous classer. Donc, c'est important. Père Basile. Les sujets à éduquer, en fait, l'éducation, ça va être pour moi vraiment toute la vie. Donc, chacun à son niveau, selon l'étape dans laquelle il se trouve, a quelque chose à recevoir, mais aussi quelque chose à donner, comme disait tout à l'heure Monseigneur. Parce que l'éducation a aussi une dynamique d'interaction, une dynamique d'osmose. Je donne, mais je reçois. Même si ce n'est pas au même niveau, mais il y a l'éducation advient donc à travers cet interéchange entre les différentes catégories. Il y a peut-être qui apporte un peu plus et qui apporte un peu moins, mais chacun apporte. Et surtout, je suis en train de dire percevoir l'éducation vraiment comme une valeur ajoutée à la vie que nous recevons, à la vie que nous menons. Et ça permet donc de se rendre compte que, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a toujours une valeur ajoutée que nous pouvons apporter et recevoir. Bien. L'enfant est un petit être doté d'une intelligence extraordinaire. À quel âge donc faut-il lui apprendre la liberté, l'égalité, le sens de la responsabilité pour qu'il grandisse avec des valeurs positives? On perd toujours vous. Je crois que déjà, il doit être en mesure de comprendre et d'entendre. Donc, disons que moyennement, on est autour de 7-8 ans. À cet âge-là déjà, l'enfant a la capacité d'élaborer pour lui-même. Et bien sûr, l'éducation va être faite étape par étape. Donc, à un enfant, Saint Paul le dit, à un enfant, on ne donnera pas la même chose que l'adulte. Mais savoir déjà qu'à cet âge-là, l'enfant a la capacité de recevoir, d'élaborer et d'intégrer, d'ajouter son grain de sel, comme on le dit. Donc, moi, je dirais
7, 8 ans, on peut déjà commencer à donner quelque chose à l'enfant. Et donner aussi bien ce sens-là de la responsabilité, ce sens de la nécessaire ouverture pour apprendre des autres, parce que l'éducation suppose aussi cela. Hein? L'aider à reconnaître qu'il y a un qui est maître et l'autre qui apprend du maître. Parce qu'aujourd'hui, une des grosses limites de nos systèmes éducatifs dans ce cas-là, c'est que les apprenants ne savent pas qu'ils sont apprenants et parfois même ceux qui sont appelés à transmettre ne savent pas qu'ils ont quelque chose à communiquer aux apprenants. Alors ça va nous mettre dans une situation de confusion de rôle qui n'aide pas la dynamique éducative. Madame Kwesi, vous allez vous prononcer sur la même question. Dans votre rôle de mère, de maman, avec vos enfants, comment les choses se sont faites? La question de l'égalité surtout, comment est-ce que vous avez réussi à expliquer cela aux enfants? L'égalité entre les enfants? Oui, entre vous, faut pouvoir se respecter. Il y a des enfants, il y a des garçons, il y a des filles. Absolument. Comment, établir ce rapport-là d'égalité entre les enfants de sexes différents et tout ça? Comment les choses se sont faites? Le sens de la responsabilité, surtout dans la maison et tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et à quel âge? La première chose déjà, c'est de montrer aux enfants la différence dans les âges. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Celui-là, c'est l'aîné. Celui-là vient après. Après, parce qu'ils sont 4. Il y a 2 garçons, 2 filles. Un garçon à l'aller, un garçon au retour. Et puis, au milieu, il y a les deux qui sont encadrés. Voilà. Mais, souvent, vous savez que entre ceux qui sont proches d'âge, là, les plus grands et puis les plus petits, ceux qui se suivent là, il y a toujours des conflits de droits des mères. C'est une lutte de positionnement qui est bénéfique. Ah, voilà. Donc, oui, tout à fait. À un moment donné, il faut intervenir pour que chacun connaisse sa place. D'accord. Mais en même temps, il faut savoir être équitable dans la façon de corriger. Il faut pas privilégier un groupe ou bien un enfant par rapport aux autres. Ça, c'est des choses qui sont blessantes, non seulement ça, et puis qui bloquent même les enfants. Voilà. Donc, faut pas donner toujours raison à l'aîné, ni raison au dernier. Il faut savoir faire l'équilibre. Et en général, en tout cas, souvent, ça se passe assez bien. Voilà. À ce niveau-là, je pense, que ça se passe assez bien. En tout cas, pour ce qui m'est donné de voir, ça se passe assez bien. Chacun connaît plus ou moins sa place. De sorte que des fois même, je me mets en retrait et puis je les regarde entre eux-mêmes. C'est là que je pense qu'il y a le sens de la responsabilité. Je les regarde eux-mêmes se corriger les uns les autres. Voilà. Et ça se passe bien, comme je le dis. Maintenant, pour ce qui est de la responsabilité, non, de la liberté. Bon, j'avoue qu'on va peut-être dire que je suis une mère trop dirigiste, mais moi, souvent, je les accompagne dans cette liberté parce que j'estime que on peut pas tout se permettre. Voilà. On peut pas tout se permettre. C'est tellement de la vieille école. Je pars du principe que c'est moi qui suis responsable de ces enfants-là. Donc, il y a des choses que je peux permettre. Selon l'âge, par exemple, on ne peut pas sortir de la maison et puis rentrer à n'importe quelle heure. Non, il y a des règles qu'on doit respecter et ça, en général, ça se passe bien. Avec des petites réunions de comité, on s'accorde. Voilà. Ah oui, il y a des petits comités de dialogue et tout ça. Bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être la liberté de la parole, mais ils ne peuvent pas se permettre de tout dire sur n'importe quel ton. Ça, tout de suite, c'est réglé. C'est peut-être la fonction éducative là qui a pris le dessus. Je suis vraiment désolée, mais ça, c'est rec, comme on dit. Voilà. Et ça vous rend fier, les résultats? Enfin, excusez-moi l'expression. C'est l'expression de la joie. En tout cas, ça me rend très fière. Ça, je peux le dire. Ça me rend très fière. Pour le moment, j'estime que les choses sont assez réussies. Et je rends grâce à Dieu. Peut-être un autre domaine où je ne vais pas maîtriser les histoires d'amour et autres, là, mais ce qui est sûr, pour ce qui est de l'ordinaire, là, ça va. Très bien. Alors, Marie semblait être une jeune fille épanouie, qui avait de très bons rapports avec son père adoptif, qui a su créer une grande complicité et surtout un bon niveau de communication entre sa fille et lui. Mais cela n'a pas empêché Marie de vouloir prendre son indépendance très tôt. Est-ce à dire, monseigneur, que le contrôle parental peut représenter une forme d'aliénation pour les enfants, au point qu'ils veuillent échapper à ce contrôle parental? Ça pourrait représenter une forme d'aliénation. Ici, le jugement des valeurs est difficile à émettre parce que les points sont divergents. L'enfant regarde
à partir de sa position, de quelqu'un qui reçoit. Donc, quel que soit l'âge, quelle que soit la personnalité, l'enfant peut mal apprécier en disant ce qu'on me donne, c'est trop lourd pour moi. L'éducateur ou le père peut dire que, en vertu de ce que je vois, de ce que je reconnais en toi, c'est ce qui te convient. Et donc, entre les deux, il peut y avoir un petit conflit d'appréciation. Maintenant, l'enfant ou le jeune ne doit pas durcir sa position. Et l'éducateur ou le père en question, le parent, dans le cas d'espèce, le père Manuel, ne doit pas durcir sa position. Parce que tout durcissement devient une contrainte et c'est contre-productif. Voilà pourquoi, à un moment, il faut laisser la personne faire son cheminement, faire son expérience, commettre ses erreurs et apprendre ses erreurs. Mais un responsable consciencieux va toujours vouloir ce qui est bien pour ses proches, pour la personne dont il est responsable. Bon, c'est abus d'office, abus de responsabilité, on peut apprécier les choses autrement. Mais la conscience de donner le meilleur à un enfant, quelqu'un qu'on éduque, c'est vraiment en vue de son avenir. Parce que moi, je suis un père. Si j'ai quelque chose à donner, je vais rationner ce que j'ai à donner. C'est vrai. Mais si demain matin, je ne suis pas là, qui va jouer ce rôle? Donc, si pour certains caprices, pour certaines raisons, l'enfant retarde le processus de recevoir, moi, je dois accélérer. Parce que rien ne garantit que demain, je serai là pour assurer cette continuité. Père Basile, un mot sur la question. Oui, et je crois que la notion d'éducation, déjà, un éducateur expert en la matière dit non, la relation éducative doit être nécessairement dissymétrique. C'est-à-dire, l'éduqué et l'éducateur sont pas et ne doivent pas être sur le même pied, absolument pas. Parce que il y a des rôles et des responsabilités différentes. Donc, la relation est nécessairement dissymétrique. Et puis, dans cette relation, il y a peut-être de la part de celui-là qui éduque à poser avec clarté des limites. Parce que les limites, les frontières encadrent paradoxalement la liberté. La liberté a besoin d'être encadrée. C'est-à-dire que il y a un espace qui te revient, duquel espace tu peux jouir. À côté de cet espace, il faut des permissions. Donc l'éducateur a devoir et obligation de poser des limites. Parce que quand il n'y a pas de limite, il y a un psychologue qui dit que quand il n'y a pas de limite, va naître la confusion qui n'aide pas à définir les identités et à atteindre le but même de l'éducation. Et du point de vue de l'éducateur, une chose que disait tout à l'heure Monseigneur, c'est le fait de ce que j'appelle les frustrations inutiles. Parce que dans le système éducatif, là, on tombe déjà dans la notion d'abus. Il faut éviter les frustrations inutiles. On a besoin parfois d'éprouver l'enfant. Mais il faut qu'en ce moment-là, on puisse l'aider à accueillir cette épreuve qui peut passer par des dynamiques de frustration. En psychologie, on parle même de frustration optimale. C'est un peu comme, traduit dans le jargon, on dit le mettre le dos au mur pour voir comment est-ce qu'il est capable d'aller à l'intérieur de lui pour faire remonter les ressources dont il dispose. Mais il ne faut pas que les frustrations soient inutiles, sinon on tombe dans un système d'abus. Et l'abus est déséducatif. Le fait que le père Emmanuel ait voulu convaincre Marie de suivre les plans d'avenir qu'il se plaisait à rêver, à échafauder pour elle, n'est-il pas une façon de retarder ce sens de responsabilité? Non, tout au contraire, parce que l'attitude du père Emmanuel dit simplement que, regarde que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir une vision, il faut avoir là vers où tu veux arriver. Et parfois, justement, pour atteindre les objectifs, le rythme va être important. Et si au lieu de marcher, tu te mets à sauter, tu peux te casser les pieds. Donc, je pense qu'il est dans son devoir d'éducateur de dire, regarde, va au bon rythme.
Ne fais pas, par exemple, l'autre expression qu'on utilise, ne fais pas le pas plus grand que la jambe. Parce que quand tu vas faire le pas plus grand que la jambe, tu es obligé de sauter pour arriver à ça. Alors qu'il y a des risques. Et puis, apprends à marcher en tenant compte de ta propre évolution. Et je pense que ça, c'est une dynamique éducative compétente d'ailleurs, non? Il faut apprendre aux enfants à marcher selon leur rythme. Je crois que l'attitude du Père Emmanuel, de ce point de vue-là, est une attitude utile. Monseigneur, certains parents pensent eux-mêmes avoir reçu la meilleure éducation et ils voudraient à tout prix éduquer leur enfant de la même façon. Ne serait-ce pas une sorte de privation de la liberté de ces enfants-là? Faudrait-il pas tenir compte de l'époque à laquelle l'on se trouve pour donner une éducation aux enfants? Je pense que l'éducation peut pas embrigader la liberté d'un enfant, surtout que l'enfant évolue et que l'enfant, de par sa relation avec la société, le monde, à travers l'école, a un espace de liberté. Même cet espace-là doit être géré selon certaines normes. Si je suis en classe, ma liberté d'étudiant n'est pas la même chose que je suis à la maison où je joue de ma liberté de fils unique à la maison. Donc, il y a cette gestion de la liberté qui le plus souvent échappe à beaucoup. Oh, c'est clair, on dit la liberté s'arrête où commence celle de l'autre. À partir du moment où il y a l'autre, on doit en tenir compte. Vous voyez ce qu'on a aujourd'hui. À 2 heures du matin, je joue de la musique pour tout le quartier. Et si quelqu'un m'interpelle, est-ce que c'est toi qui m'as aidé à acheter? De telles personnes, comment évaluer la liberté des gens qui se comportent comme ça? La notion de liberté, elle est fausse. La gestion de la liberté, elle est erronée. Et donc, la liberté doit être encadrée pour qu'elle soit productive, pour qu'elle puisse aider l'être humain à grandir. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition, volonté, liberté, c'est pour nous aider à grandir. Grandir, ça veut dire respecter un processus normal, pas démesuré, qui ne porte pas, qui ne fasse pas préjudice à nos relations avec les autres. Donc, dans le cas d'espèce, je pense que pour ce qui concerne Marie et le Père Emmanuel, c'est le souci du meilleur qui fait que certaines décisions sont prises ou bien certaines orientations sont faites. Ce qui a manqué à un certain moment, disons dès le départ, c'est le manque d'analyse par rapport à l'avenir. C'est ce que le Père Emmanuel a essayé de restituer à Marie en la faisant raisonner. Mais la dernière décision est revenue à Marie. D'ailleurs, elle avait pris la décision même avant de venir communiquer les choses au Père. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur la question me paraît très, très intéressante. Parce que vous savez que ça, ce sont les plaintes des jeunes, en général. Oui, lui, il a reçu son éducation et puis il veut m'imposer ça alors que les temps ont changé. Les temps ont changé comment? Les temps ont peut-être changé, mais les valeurs n'ont pas changé. Les valeurs n'ont pas changé. Le parent, qu'il soit de maintenant ou qu'il soit d'avant, est-ce qu'il n'a pas conscience qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas allumer, faire de la musique à 2 heures du matin? Est-ce qu'il a conscience que c'est mauvais d'allumer la radio et puis d'écouter la musique à haute voix, enfin, à haut volume, là, à une certaine... Ça, c'est pas une question de génération. C'est une question de valeur. Et ça, il faut que les jeunes là le comprennent. Non? Lui, à son époque, c'était comme ça, à mon époque, non. Il faut pas que ce soit la société qui vienne brader les valeurs. Au contraire, c'est nous qui devons apporter quelque chose pour améliorer la société. Donc, moi, un enfant ne peut pas venir s'arrêter pour dire non, ça c'est de ton temps, mais là, maintenant, c'est différent. Non, non. Mon temps comme ton temps, là. Les valeurs, là, se promènent dans le temps. Les valeurs ne s'arrêtent pas parce que le temps s'est arrêté. Donc, ça, il faut faire bien comprendre ça aux jeunes. Comme dit Monseigneur, quand tu es dans la classe, là, même si tu es un enfant unique, quand tu es dans la classe, en tant qu'étudiant, celui qui est devant toi, tu as le devoir de le respecter. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Là, c'est pas une question de génération. C'est une question de valeur. Voilà. Donc, il faut faire bien comprendre à nos enfants, là, qu'on peut passer les générations. On peut être d'une génération d'avant, mais l'éducation, là, elle reste la même. Et en général, l'éducation d'avant, là, c'est celle-là même qu'il faut à ceux de maintenant. Absolument. Absolument. Il y a une partie de l'œuvre de Monseigneur. Enfin, il y a une phrase que j'ai lue là, tout de suite, même tout à l'heure, avant de venir, où je crois que c'est Marie même qui le disait qu'il faut s'appuyer sur
les choses du passé pour construire l'avenir. C'est elle-même qui l'a dit. Ça veut dire quoi? Après les expériences et les erreurs qu'elle a commises, elle se rend compte que ce qu'on lui avait dit, c'est ça qui aurait dû la conduire jusqu'à là où elle devait aller. Voilà. Donc, faut même pas, vous avez peut-être des enfants, mais vous en aurez. Il faut pas les écouter. Quand vous dites, ah, maman, ça c'était de ton temps. Il faut prendre ça au sérieux pour leur parler, puis leur expliquer qu'il n'y a pas une question de temps. Les valeurs, là, elles passent le temps. Voilà. Elles sont dans le temps et elles cheminent. Peut-être sous le couvert du père à quatre, mais je pense, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Il n'y a pas de raison. Si ton père te dit, bon, je ne veux pas que tu montes dans ma voiture, je veux que tu ailles prendre le bus pour aller à l'école, c'est parce qu'il veut t'enseigner le goût de l'effort. Voilà. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais il faut que tu prennes le bus pour que tu apprennes que des réalités peuvent être différentes demain. Moi, j'ai une Mercedes, mais toi, peut-être que tu n'en auras pas demain. Mais ne compte pas sur ma Mercedes. Faut te battre. Maintenant, si demain, par extraordinaire, tu as une Mercedes, gloire à Dieu. Mais tu vas pas venir te fonder sur moi, ce que moi j'ai eu pour te dire, bon, je me fatigue pas. De toute façon, papa a déjà tout construit. Non. Non. Donc, c'est pas une affaire d'éducation à l'ancienne. C'est une affaire de conserver les valeurs sur les générations. Ça, c'est mon opinion. Franchement. Et il faut qu'on le dise à la jeunesse. Voilà. Certaines personnes soutiennent que l'éducation est multiforme. Partagez-vous cette... Absolument. Oui. L'éducation d'un enfant, c'est pas forcément en parlant, parfois par les actes qu'on pose, parfois même par sa façon même d'être même. Si vous demandez à votre enfant d'aller à l'église tous les dimanches et puis vous êtes en train de dormir, vous lui enseignez qu'il faut dormir au lieu d'aller à l'église. Mais si vous prenez sa main, peut-être quand il est petit, vous y allez ensemble. Et qu'à un moment donné, il ne peut pas vous suivre parce qu'il est devenu grand. Mais il faut quand même lui montrer que c'est là, le lieu où on peut se ressourcer. Parce que c'est de là-bas qu'on vient. On vient de ce Dieu, on va y retourner. Donc, il faut garder cette habitude. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment multiforme. Ça peut être gestuel. Ça peut être nous-mêmes qui sommes des modèles. Quand on nous regarde, l'enfant regarde son papa, il regarde sa maman, il sait que si c'est un parent qui est ivrogne et lui dit non, l'alcool c'est pas bon, il va rigoler. Il va rigoler. Mais ça, tu dis c'est pas bon, puis tu es toujours dedans. Mais si papa et maman s'accordent pour se comporter d'une certaine manière, que quand ils doivent se parler, entrent dans la chambre et parlent entre eux, vous allez voir que ça va donner des enfants qui ne vont jamais crier les uns sur les autres comme ça dans la rue. Ils vont regarder le modèle de papa, de maman, et puis ils vont suivre. Mais si papa a l'habitude de battre maman à la maison, mais quand lui aussi va faire son expérience de mari demain, il battra sa femme. Voilà. Donc, effectivement, l'éducation est multiforme. Simplement, même nous-mêmes, par le modèle que nous représentons, par les actes que nous-mêmes nous posons, nous éduquons aussi nos enfants. C'est pas seulement par là. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est ce que je pense. Alors, Basile, toutes les formes d'éducation participent-elles à la liberté et à la responsabilité d'une personne? En principe, si c'est véritablement éducation, oui, parce que par le fait même que l'éducation est multiforme et qu'elle est intégrale, dans le sens où elle doit prendre en compte différentes dimensions, différents aspects de la vie de la personne, elle devrait participer à la construction de la personne. Mais une chose aujourd'hui en lien avec peut-être la question, la notion de la liberté, c'est aussi la notion du caprice. Parce que au jour d'aujourd'hui, bien trop souvent, le caprice va être passé pour de la liberté. Alors que le caprice, par le fait même, est signe d'immaturité. Le but de l'éducation, c'est justement d'aider à avoir des personnes matures, des personnes adultes dans leurs choix, dans leurs orientations, dans leurs décisions, dans leurs engagements. Donc, oui, il faut aider, il faut permettre à tout ce que nous pouvons apporter, que ce soit au niveau, par exemple, intellectuel, au niveau spirituel, au niveau relationnel, au niveau de l'agir humain, de l'activité, tout ça devrait participer, oui, à l'éducation d'une personne. Il n'y a pas que des aspects qu'on va éduquer et d'autres qu'on va laisser en friche. Aujourd'hui, les jeunes cherchent tous à être libres et responsables. Malheureusement, ils n'empruntent pas tous toujours le bon chemin. Nous avons l'exemple de Marie. Peut-on rattraper une mauvaise éducation par une autre forme d'éducation, enseignant? Au nom du Père et du Fils, quelque part, il est dit à Marie qu'une expérience de type existentiel, c'est-à-dire qui te fait dans ta vie et sur ta peau, elle n'est pas neutre.
Ce n'est pas comme vider une bouteille d'eau et puis la remplir, quoi. Parce que tout se vit avec les chaînes que nous avons et puis c'est la vie. C'est préciser que la vie, c'est pas comme une voiture où il y a des pièces de rechange. Tout peut s'accumuler, tout peut se renouveler, mais la machine elle-même, de façon intégrée, est en train de s'user. Et donc, une mauvaise expérience, ça fait partie de la vie, ça forme. Mais l'addition de plusieurs mauvaises expériences, ça peut déconstruire la personnalité, ça peut déconstruire l'environnement, ça peut déconstruire la société. En ce sens, c'est mieux vraiment de s'écarter de ce chemin quand on a emprunté un mauvais chemin, de s'en écarter. Mais en s'écartant, il faut prendre le soin de vérifier si le nouveau chemin qu'on va emprunter aussi est meilleur. Est meilleur. Parce que parfois, avec les conseils des amis ou bien d'autres personnes, on peut emprunter un chemin pire. Donc, faut toujours du recul avant de prendre un chemin ou bien un nouveau chemin. Et il faut avoir aussi la volonté de vouloir mettre beaucoup de potentiel à son actif pour pouvoir bien se renouveler. Parce que il y a eu des cas où on a pris un mauvais chemin et puis ça a été un chemin de non-retour. Voilà. Madame Kwesi, quel impact a une personne éduquée dans une société? Ah oui, une personne qui est éduquée peut avoir une très bonne influence sur son environnement. Très bonne influence sur son environnement. Parce que la première chose d'abord, quand on est bien éduqué, dès qu'on vous voit dans votre façon de parler, d'agir, ça fait toujours la différence avec les autres. Et puis, ça fait déjà la différence entre, bon, entre guillemets, ce que j'appelle les déchets. C'est peut-être méchant, excusez-moi. Non, je ne vais pas répéter. Donc, je disais que vraiment, une personne bien élevée peut avoir une très bonne influence sur son environnement. Hein, sur son environnement. Moi, ça me rappelle que j'avais à l'école, ça c'était dans mes premières années, il y avait un élève là qui était particulièrement, enfin, je le trouvais différent des autres. C'est vrai que c'était un grand groupe qui était souvent brouillon et tout, mais lui, d'abord, dans sa tenue, il était correctement habillé et il était toujours bien sage et tout. Et puis bon, chaque fois, je le prenais pour modèle. Et puis j'ai entendu une fois les enfants qui étaient en groupe, ils étaient en classe de 3e. Ils disent, mais si nous on fait comme lui, la même, ça fait quoi? Au moins, madame va nous féliciter aussi. Vous voyez, non? Ça déjà, c'est bon. Ça dit que le fait que l'enfant soit correct, qu'il ait été félicité, tout de suite, ça agit sur... Ça, c'était les enfants d'avant, hein. Les modèles de maintenant, là, je sais pas. Mais à l'époque dont je parle, là, c'est les années 91, 92. Donc, c'est vraiment bien loin. Donc, à ce moment-là, cet enfant-là, il avait vraiment une influence positive sur les autres. Donc, voilà, par exemple, un petit exemple qui montre que quand on a une bonne éducation, on peut influencer positivement son environnement. Mais ça encore, je parle peut-être maintenant pour les générations de maintenant, il faut avoir conscience que son éducation, c'est ça qui fait sa dignité, c'est ça qui fait sa personnalité, c'est ça qui va faire que on va le différencier des autres. Or, ceux de maintenant, quand on trouve un élément comme ça, on a tendance à se moquer. Mais lui, là même, il sort d'où? Mais toi, tu vois comment? Ils vont se moquer de lui au point qu'à un moment donné, peut-être qu'il cesse de faire des efforts et puis bon, il va brader tout ce qu'il a eu comme bon principe là pour essayer de se fondre, de se faire des amis, pour se retrouver dans un mouvement là qui n'est pas qui ne lui appartient pas. Voilà, c'est ça qui est dommage. Sinon, effectivement, quelqu'un qui est bien élevé peut avoir une bonne influence sur les autres. Voilà. Un aîné qui est bien élevé, il peut influencer positivement les autres qui viennent après. Puisqu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et qu'on fait des enfants, ça devient de plus en plus liquide, comme disait tout à l'heure le père. Voilà, parce que on prend de l'âge, on devient moins dur, etc., etc. Moi, je prends mon exemple. Hein. Ma façon de me comporter avec mon dernier, là, je vois que ça n'a rien à voir avec l'aîné, là, j'avais des principes réglo, et puis il fallait entrer dans un certain canevas. Mais sur le dernier, là, je sens que il y a un peu de laxisme, on en parlait tout à l'heure, voilà. Donc, bon, je reconnais et je suis désolée. Alors, Père Basile, contrairement, que pourrait occasionner la présence de personnes mal éduquées dans la même société?
Moi, je pense qu'il faut tabler plutôt sur le possible impact positif des personnes bien éduquées. C'est vrai qu'une personne mal éduquée peut avoir une répercussion parce que malheureusement, les choses plus faciles à copier sont les choses les pires, tendanciellement. N'empêche que si cette personne mal éduquée se retrouve dans un groupe de personnes bien éduquées, ça devait être plutôt l'impact des personnes bien éduquées qui devrait l'aider à. Quelqu'un disait, ils vont déteindre positivement sur lui. Et il faut croire, moi je crois qu'il faut croire en ça, de sorte à valoriser l'éducation tout simplement qui aide la personne réellement à grandir, à se bâtir. Comment l'éducation peut-elle devenir le chemin d'une meilleure socialisation? Enseignant. L'éducation peut devenir le chemin d'une meilleure socialisation dans la mesure où on est ouvert à cette éducation. Il y a aussi l'assimilation aussi des valeurs qui peuvent forger la personne humaine. Parce que le premier principe, une fois qu'on a accueilli les valeurs, bon, on doit les intérioriser et vivre avec ces valeurs. Et le regard qu'on pose sur l'autre, ça change. L'autre, le respect de l'autre, de ce qui appartient à l'autre. Ben, aujourd'hui, on parle d'injustice, de corruption, et tout ce que vous savez. Mais c'est parce que l'attention à l'autre n'y est pas. La valeur de l'autre n'y est pas. Le respect de l'autre n'y est pas. Il suffit que vraiment on traite l'autre comme un autre soi-même et puis on voit que les choses changent. Vous avez vos voisins, par exemple, à la maison. Si vous aimez les enfants de vos voisins, vous les aidez, ben, vous voyagez pendant 2-3 jours, vous pouvez laisser vos enfants aussi à la maison. Vous savez que les voisins vont prendre soin de vos enfants. Et donc, tout cela est la résultante d'une bonne éducation. Si ce n'est pas le cas, ben, il n'y aura pas de contact nécessaire, il n'y aura pas de respect nécessaire, il n'y aura pas de solidarité, il n'y aura pas un noyau social en harmonie. Et donc, en cultivant l'individualisme, l'égoïsme et tout cela, on s'éloigne de la personne humaine parce que, au départ, on n'a pas été éduqué à ces valeurs qui nous aident à vivre ensemble. Madame Kwesi, réaction par rapport à la même par question? rapport à la question, pendant que mon Seigneur est en train de parler, moi je visualisais comme ça certains quartiers. Parce que moi j'habite Koumassi. Koumassi, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de chaleur entre les voisins et tout ça. Et il m'arrive de temps en temps de me déplacer vers les deux plateaux pour, en famille aux deux plateaux, même à la Riviera. Et j'avoue que je suis toujours marquée par cette séquentialisation de, enfin, je ne sais pas si le terme est juste, hein, mais je veux dire, chacun est dans son carré. On ne voit pas les voisins comme ça, on se parle pas, on est tous dans la maison, bon, on se parle quand on sort, c'est les voitures. Ça me dérange toujours. Je demande à ma soeur, je dis, mais toi, comment tu fais pour habiter? C'est parce que moi, je ne peux pas habiter dans un quartier comme ça où il n'y a aucun contact, on vit en vase clos. Chacun est chez lui, même s'il y a un décès là-bas, c'est en voyant des voitures arriver en nombre devant la maison qu'on se rend compte que, il y a un deuil à côté. C'est terrible, ça. C'est terrible. Donc, en tout cas, moi, j'estime effectivement que une éducation bien menée doit porter vers l'extérieur, doit porter vers les autres. Cet amour que vous entretenez entre vous dans la maison, vous devez être capable d'en donner à ceux qui sont à côté de vous, de l'intérêt, avoir un peu d'intérêt pour ceux qui sont autour de vous, le souci de l'autre. Ça aussi, c'est la socialisation. Sinon, c'est le premier principe même de la socialisation, se mettre en rapport avec l'extérieur. Donc, franchement, j'avoue que moi, je suis toujours dérangée quand les gens vivent en vase clos. Peut-être qu'on va dire que c'est lié à ma nature, mais moi, je préfère toujours qu'on aille vers les autres, parce que Dieu nous conduit vers les autres. Dieu ne nous conduit pas. Si ça ne devait pas être avec les autres, peut-être qu'Adam et Ève seraient restés au paradis, enfin, sur la terre là-bas, à leur terre. Dans le jardin d'Éden. Voilà, dans le jardin d'Éden. Ils ne seraient pas descendus. Ils n'auraient pas dit, bon, allez-y, peuplez la terre. Ça dit que allez-y et puis communiquez et puis soyez ensemble. Même l'église les messes dans leur église sont difficiles à supporter, franchement.
sont différents. Je suis désolée, hein, je suis au milieu des pères, mais je dis ce que je pense. Quand je suis chez moi à la paroisse et puis je vis, je me lève, je danse, tout le monde danse. Je veux dire, c'est pas extraordinaire. Mais tu te retrouves dans une de leurs paroisses, bah, quand tu te mets debout, on dirait l'extraterrestre. Je dirais, mais c'est la d'où? Alors que tu exprimes ta joie d'être devant ton Seigneur, enfin. Je m'arrête là. Alors, Père Basile, on a entendu un peu ce que Madame Kouassi a dit, mais il y a une question, il y a quelque chose qui revient très souvent, où les gens font des catégorisations en fonction des lieux d'habitation, où l'éducation va avec tel secteur, avec tel. Est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que un enfant qui est qui a peut-être vécu dans un quartier, voilà, où il y a de la chaleur comme ça, humaine, où tout le monde est le frère de tout le monde, est forcément cet enfant-là qui n'a pas peut-être la meilleure éducation, parce que très souvent ça arrive, cela arrive, hein. On dit qu'un enfant qui a vécu fermé dans un quartier peut-être résidentiel, il a une bonne éducation. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est juste de le dire? Est-ce qu'il faut catégoriser? Et catégoriser, ce n'est jamais une bonne chose parce que ça va nous conduire dans les dynamiques de préjugés. Et les préjugés dans les interactions, c'est pas la meilleure. Mais c'est aussi normal que disons, parce que l'éducation, c'est un système. Donc, que chaque système mais quand le système, il est bien construit, il est nécessairement ouvert sur l'autre. Nécessairement. Parce que, au fond, on disait tout à l'heure, non, l'éducation vise à la meilleure socialisation. Donc, il est clair qu'on ne peut pas parler de socialisation s'il n'y a pas ouverture sur l'autre. Maintenant, bien sûr, l'enfant qui vit, juste pour faire des noms, l'enfant qui vit peut-être à Cocody, aux deux plateaux, quand il est bien éduqué, il sait qu'en allant à Koumassi, il devait pouvoir interagir avec les autres. En allant à Yopougon, il ne doit pas se sentir perdu. Il doit pouvoir interagir avec les autres. De la même manière, l'enfant qui vient de Yopougon ou d'Abobo, en se retrouvant à Koumassi, à Cocody ou aux deux plateaux, son éducation va lui permettre de tisser des liens avec la personne humaine qu'il trouve là-bas. Donc, la véritable éducation va laisser ses portes ouvertes pour que nous puissions interagir avec l'autre, quel que soit là d'où on vient et là où on va. L'éducation va, parce que cette éducation-là doit nous apporter de la flexibilité, capacité d'interaction. L'éducation réussie doit nous ouvrir à cela. Très bien. Monseigneur, si vraiment l'éducation est le point focal des valeurs, quelle est la place donc de l'éducation religieuse? Je dirais que l'éducation religieuse est noble, en ce sens que ça ramène à l'origine même de la personne humaine, à l'origine de la vie qui est sacrée. Parce que c'est le côté religieux qui nous enseigne à apprécier la vie, l'auteur de la vie, la sacralité de la vie. Hors de cela, on met tout sur le côté scientifique. Mais sur le côté scientifique, on définit les éléments et puis on en fait ce qu'on veut. Quelqu'un qui m'enlève un œil dira qu'il a enlevé un organe. Et c'est pas ce que l'œil représente pour moi. La cécité partielle et puis mon avenir, comment je vais vivre, si ça me rend malheureux ou pas. Donc, Dieu qui a créé l'homme, qui connaît la profondeur de la vie, nous ramène toujours à cette source-là. Donc, à travers l'éducation religieuse. Ne pas connaître la place de l'éducation religieuse, c'est vraiment ne pas arroser les racines même de la vie et c'est laisser la vie s'atrophier. Aujourd'hui, tout se fait en termes de calcul, de gains. Qu'est-ce que je vais gagner? Bon, si je prie, quelles sont les retombées? Si je vais à la messe, quelles sont les retombées? Enfin, c'est déjà hors du contexte de la vie. Personne ne se demande, si je vis, qu'est-ce que je vais gagner? Donc, aller à la source de la vie, et c'est apprendre à vivre, à apprécier la vie, les jours qui passent, les années qui passent, et ce que Dieu nous a donné, qui va, bon, jusqu'au-delà même de la vie. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la religion, sur l'éducation religieuse et tout, mais je pense que c'est une erreur, parce que le point de départ n'est pas face à la vie ou face à Dieu, mais face à d'autres contingences. À présent, la dernière question, qui sera posée bien évidemment à toutes nos personnes ressources.
Madame Kwasi, nous commençons par vous. D'accord. Que faut-il changer dans les comportements individuels pour améliorer le bien-être collectif et le vivre ensemble? La première chose, c'est l'égoïsme. Qu'il faut vraiment extirper des cœurs. Et c'est en cela que l'éducation religieuse a toute son importance. Pour moi, hein, ça fait partie des fondamentaux, l'éducation religieuse. Parce qu'on est à Dieu, on vient de Dieu et on retournera à Dieu. Et Dieu, dans l'éducation religieuse, on nous enseigne toujours l'ouverture sur l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu as, comment dire, si tu as intégré ce principe-là, bon, le reste, je pense que ça va de soi. Donc, pour moi, c'est l'égoïsme là qu'il faut extraire. Cette tendance à vouloir toujours penser qu'on est propre maître de soi, de ce qu'on fait. Donc, certainement l'orgueil de ce qu'on fait et qu'on est capable soi-même de conduire sa vie comme on veut. Parce qu'il y a des gens, quand ils vous parlent, on dirait tout vient d'eux-mêmes, hein, et que c'est eux qui maîtrisent tout et ils ont déjà tout planifié. Ils oublient qu'ils sont comme l'insensé de la Bible. Donc, pour eux, c'est propre, hein, ils ont déjà tout analysé, tout est planifié et tout. Et donc, les autres n'ont rien à voir avec. Non. Donc, l'égoïsme et puis l'orgueil. Si on réussit à extraire ces deux éléments-là, je pense qu'on peut avoir une société meilleure. Très bien, voilà. Merci. Père Basile. La pensée qui m'est venue en écoutant cette question, c'est un peu pour paraphraser le pape Jean-Paul II, non, qui en son temps disait que la rencontre du Christ, la rencontre de Dieu, n'enlève rien à notre humanité. Au contraire, ça bonifie notre humanité. Et ça, c'est le religieux en tant qu'éducation religieuse, mais c'est aussi le religieux en tant que rencontre de Dieu dans l'humain. Parce qu'il y a une nécessaire interaction entre le divin et l'humain. Le divin va permettre à l'humain d'être mieux humain et donc d'être capable d'ouvrir les yeux, de porter le regard sur l'autre et de pouvoir dire merci Seigneur que je ne suis pas seul. Merci Seigneur que j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des personnes avec qui je me construis, des personnes avec qui je fais du chemin dans cette vie qui n'est autre qu'une grâce, un don de Dieu. Et je pense que de ce point de vue-là, l'éducation doit nous aider à nous humaniser au mieux de l'humain que Dieu a mis au fond de chacun de nous. Merci mon Père. Monseigneur. Pour améliorer, je pense que le secret, le plus grand secret, c'est l'autre, l'ouverture à l'autre. S'il y a l'attention à l'autre, si on est tendu vers l'autre, c'est pas qu'on va s'oublier soi-même, mais on va s'enrichir plus avec l'autre qu'avec soi-même. Soi-même, on s'épuise, on s'appauvrit. Avec l'autre, on s'enrichit. Et puis on devient de plus en plus noble. Je pense que c'est ce qu'il faut. Et c'est cette pensée et cette vérité qui manque de plus en plus à notre temps, à notre époque. Il faut retourner à l'autre. L'homme n'est rien sans l'homme, dit le dicton. Il naît dans ses mains, il meurt dans ses bras. Donc, du début à la fin, l'être humain est encadré par l'autre. Très bien. Merci à vous, Monseigneur Raymond Merci. Awa. Merci au Père Basilaka. Merci à Madame Kwasi Viviane. Merci pour tous ces éléments de réponse. Merci d'avoir parlé à cœur ouvert, d'avoir partagé des expériences avec nous, avec surtout les téléspectateurs. Et voilà, vous l'avez certainement compris, cette émission touche à sa fin. Au cœur de nos échanges, le sujet était l'éducation à la liberté et à la responsabilité comme construction et sauvegarde du bien commun. Nous espérons que vous avez retenu le meilleur de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre émission de 52 minutes avec.